Vous écoutez l'épisode 10 en toute liberté avec Vicky. Aujourd'hui, on apprend à se transformer dans nos compétences humaines. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui me suis ou qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Dubé, une conseillère en orientation avec qui j'ai la chance de collaborer depuis quelques années déjà. J'apprécie beaucoup Isabelle d'abord parce qu'elle est très articulée, c'est une fille qui est hyper intelligente, mais aussi parce qu'elle sait toujours s'adapter, elle sait toujours collaborer avec un grand professionnalisme, une rigueur sans fin et c'est toujours avec une grande valeur ajoutée que Isabelle vient s'intégrer à travers mes différents mandats. Isabelle est associée et directrice du bureau de BRH de Québec. Elle possède plus de 22 années d'expérience à titre de conseillère d'orientation organisationnelle. Elle a débuté sa carrière en recrutement et en sélection de cadres et maintenant, elle évolue davantage vers la réalisation de mandats en gestion et développement de carrière. Isabelle Dubé demeure préoccupée par le développement de la psychologie au travail tout en étant orientée vers l'action et l'expérimentation concrète. Bonjour Isabelle, Bonjour. comment ça va ce matin? Bonjour Vicky, ça va très bien. Je suis contente d'être avec toi ce matin. Hey, moi aussi, je suis tellement contente. Je suis contente de faire ça, cet entretien-là avec toi, Isabelle, ce matin. On a l'habitude, ça fait quelques années quand même qu'on travaille ensemble avec BRH, puis j'en ai parlé à quelques reprises là, dans le cadre de mes mandats. Moi, je me suis inspirée de la typologie de Peterson. Puis, je voulais mesurer les compétences puis la typologie de Peterson, c'est les 6 grandes compétences nécessaires pour gérer une entreprise performante. Fait que je voulais mesurer ces compétences-là. Quand on a commencé à travailler ensemble, je te demandais comment on peut mesurer ça. Puis, on a fait finalement, le produit a évolué, mais maintenant, je suis en mesure de présenter et de mesurer ces compétences-là avec le topo que tu as développé, je pense sur mesure pour mes besoins. On l'a travaillé ensemble, en effet, pour le faire sur mesure. Ouais. Fait que on a travaillé sur ça dans les dernières années, puis ça a été une super de belle collaboration. Mais avant de débuter, parce que je veux parler de toi aussi, là, tu es associée chez BRH. Tu es aussi conseillère d'orientation depuis plusieurs années, depuis 22 ans. Et tu te spécialises en positionnement et développement de carrière. C'est bien ça? Absolument. Absolument. Donc, toi, dans le fond, Isabelle, tu mesures, puis je suis sûre que tu fais d'autres choses, mais c'est pour ça que je te pose la question pour que tu puisses le compléter, mais tu mesures en quelque sorte les compétences peut-être des employés ou gestionnaires, soit en cadre de recrutement ou encore de développement professionnel. Donc, les compétences qu'on aimerait que tu mesures, est-ce qu'on te dit qu'est-ce qu'on veut que tu mesures, puis tu le mesures ou c'est plus large que ça? Mais en fait, souvent, dans un premier temps, on a une demande. Donc, ça peut être en effet comme dans une perspective de développement de compétences, développement de carrière. Donc, une personne qui va accéder à des postes supérieurs ou encore dans un contexte de dotation. Donc, pour évaluer si la personne possède les compétences ou a le potentiel pour développer les compétences pour accéder avec succès aux fonctions. Donc, pour certains clients, donc, il y a déjà des référentiels de compétences qui sont développés. Puis, nous, de notre côté, on adapte les rapports d'évaluation en lien avec leurs référentiels. Mais on est en mesure aussi de proposer un référentiel de compétences pour évaluer, oui, entre autres, des professionnels, des gestionnaires de premier niveau ou encore des cadres supérieurs. Donc, à ce moment-là, c'est des référentiels adaptés selon le contexte et selon le niveau de poste.
OK. Mais on sait-tu, il y en a combien des compétences? Je me posais ça comme question. Tu sais, au final, là, sais-tu sans fin le nombre de compétences qu'on peut mesurer? Ben, c'est une excellente question pour laquelle on a souvent des débats internes au sein même de l'équipe, OK. mais aussi avec nos clients. Je pense qu'il peut y avoir un bon nombre de compétences, mais si on dilue, si on a trop de compétences, euh, ça enlève l'essence même du positionnement. Donc, est-ce que la personne est en mesure de faire ou non? Parce qu'il faut aussi cibler des compétences en fonction de ce qu'on recherche réellement. Mais je vous dirais que de notre côté, dans les référentiels, on tourne autour peut-être d'une vingtaine, 25 compétences qu'on peut évaluer, entre autres, par exemple, pour des postes de cadre supérieur. Pour des postes de professionnels, on va avoir souvent un peu moins de compétences qui vont être mesurées parce que, bon, les compétences comme, par exemple, le sens politique ou la pensée stratégique, la mobilisation sont moins nécessaires d'évaluer parce que la personne n'aura pas à exercer cette compétence-là dans son lieu de Mhm. travail. Donc, parfois, on se limite à une dizaine de compétences, dépendamment du contexte, mais moi, je favorise peut-être une vingtaine de compétences en termes d'évaluation, entre autres pour des niveaux de gestion un petit peu plus élevés. Donc, ça permet d'avoir un portrait global beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus juste, beaucoup plus étayé, puis permet de voir sur quoi on a des leviers pour développer la personne en question. OK. Ben, merci de la précision parce que je me demandais juste, tu sais, on commence où pour on arrête où, là? Euh, pour mes mandats à moi, Isabelle, tu mesures environ 35 compétences. J'en ai beaucoup qui sont en 6 grandes compétences. Il y a des compétences techniques, il y a des compétences plus humaines, soft skills qu'on appelle. Relations interpersonnelles et influence dans laquelle on va aller mesurer les habiletés de communication, d'influence, la collaboration, savoir gérer des conflits, s'affirmer, son dynamisme. Puis l'autre grande compétence qui est gestion de soi, comment est-ce qu'on maîtrise nos émotions, comment est-ce qu'on s'adapte, qu'on s'introspecte, notre niveau d'engagement, notre sens de responsabilité, la gestion du temps, etc. Est-ce que, ben, j'ai une question à 2 volets. J'aimerais ça que tu nous dises avec, parce que tu as la science derrière ça quand même, Isabelle, j'aimerais ça que tu nous définisses, c'est quoi pour toi un soft skills? Puis est-ce que c'est vrai que c'est plus dur à développer qu'une compétence technique ou c'est un mythe? Euh, Bien sincèrement, moi, je pense pas que ce soit un mythe pour répondre à ta dernière question, Vicky. Les soft skills, pour moi, c'est des savoirs comportementaux. Donc, en soi, c'est des compétences qu'on acquiert pas nécessairement dans le milieu scolaire, qu'on acquiert dans son développement plus personnel. Et les compétences, ce qu'on appelle les soft skills, c'est des compétences on va avoir, qui vont avoir un impact sur le développement de d'autres compétences qu'on appelle des compétences transversales. Alors en soi, les soft skills, ça se développe, quant à moi, peut-être un petit peu plus dans dans le bas âge. Donc, si on prend par exemple la maîtrise de soi dont on parlait un petit peu plus tôt, les capacités relationnelles, l'empathie, la capacité à s'adapter, qui sont entre autres pour moi des soft skills, c'est des choses qu'on doit bâtir peut-être un peu plus jeune dans le bas âge, puis qui se cristallisent d'une certaine façon. Puis je dis cristallise, ça ne veut pas dire fermement, mais qui se cristallise un petit peu plus à l'âge adulte, parce que c'est un aspect un petit peu plus identitaire associé à la personne. Donc, c'est sûr que plus on commence dans le bas âge à développer ces compétences-là, plus c'est facile de les déployer, les exploiter à l'âge adulte. Est-ce que ça veut dire que ça se développe pas du tout rendu à l'âge adulte? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on va être capable de développer d'une certaine façon la compétence, entre autres en développant des stratégies complémentaires, en se pratiquant beaucoup et surtout en comprenant l'utilité et l'importance de développer ces compétences-là et en ayant l'intérêt de développer ces compétences-là. Donc, une compétence technique, moi, ça associe un petit peu plus au savoir. Somme toute, c'est des choses qu'on peut apprendre. Donc, si on a certaines capacités intellectuelles, souvent, ça devient plus facile de développer les compétences techniques. Alors, euh, moi, je crois réellement que c'est beaucoup plus difficile. Donc, quand on fait une évaluation de compétences déjà, puis on voit que, par exemple, la maîtrise de soi est un petit peu plus
un peu plus faible, je pense pas qu'on va se dire, bon, ben, on va la positionner dans un cours 101 sur la maîtrise de soi, puis que dans 2 mois, ses acquis vont être là, puis qu'elle va être capable de les exploiter. À ce moment-là, qu'il faut que la personne prenne conscience des enjeux de son impact en soi. Ça, c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, dépendamment de ce qu'elle a à développer, si c'est par exemple beaucoup de réactivité forte, difficulté à gérer sa frustration, mais je pense qu'elle devra se faire accompagner pour être en mesure de développer certaines stratégies, pour être en mesure d'être plus stratégique dans sa façon de fonctionner au plan relationnel et il va falloir qu'elle se pratique aussi beaucoup. Donc, il va y avoir plusieurs mécanismes à mettre en place et beaucoup de détermination aussi parce que c'est des réflexes. Hein? Donc, quand on parle de l'aspect identitaire, c'est on parle un petit peu plus de réflexes que la personne utilise euh, dans sa façon d'interagir, dans sa façon d'être. Alors, on touche sur à des aspects beaucoup plus fondamentaux quand on parle, par exemple, de soft skills. C'est la même chose, par exemple, si on parle d'adaptation au changement. Euh, donc, il y a des gens qui sont peut-être plus comment je dirais, des gens qui vont être plus à l'aise dans la prévisibilité, qui vont être plus à l'aise d'évoluer à partir de choses existantes, qui vont avoir moins expérimenté, un côté un peu moins aventurier. Alors là, il faut les sortir de leur zone de confort quand on leur demande de s'adapter au changement. Donc, l'adaptation au changement, moi, je crois que c'est petit pas par petit pas, petit gain par petit gain, qui fait que les gens vont voir l'utilité éventuellement de développer une plus grande aisance à s'adapter au changement. Mais je pense qu'il y a une limite au développement de ces compétences-là tout de même, dans le sens où je pense qu'on peut s'améliorer, mais je pense qu'il faut pas oublier que la personne est la personne qu'elle est avec ses forces également. Puis, puis le côté prévisibilité peut être très utile à certains moments. Fait que je pense qu'il ne faut pas dénaturer la personne, mais je pense qu'on peut l'aider, l'accompagner dans son développement. Puis je pense que ça passe OK. beaucoup par l'aspect humain, le développement des soft skills, donc d'avoir un accompagnement, un renforcement aussi de ses faits et gestes pour l'aider à créer ses ancrages là, pour son développement. Fait que, Isabelle, si je comprends bien, puis j'essaie de faire un résumé de ce que tu nous as dit, quand je suis dans une compétence technique, parce qu'une compétence technique, c'est une connaissance. Je vais aller apprendre une formation, je vais suivre une formation, puis je vais le transférer dans le cadre de mon emploi ou dans le cadre de mes tâches. Là, je vais développer la compétence. Mais quand on est dans les soft skills, est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire, je peux aller, en tout cas, de ce que j'entends, de ce que tu disais, je peux pas aller suivre une formation sur la maîtrise de soi, puis arriver, puis penser que je vais tout à coup maîtriser mes émotions. Là, j'entends ce type de compétences-là, on a intérêt à se faire accompagner pour développer des stratégies. C'est bien ça? Fait que dans les soft skills, avec l'accompagnement, c'est plus facile de développer que le technique. C'est-tu bien ça que j'ai compris? Ben, à mon humble avis, oui. Je crois bien que c'est réellement ça. Ça n'empêche pas que on peut aller vers la gestion des savoirs. Donc, peut-être lire quand même sur le sujet de la maîtrise de soi. Ça aide je dirais, à prendre conscience encore davantage des enjeux, mais je pense pas que ça soit suffisant. OK? Donc, à partir de là, il faut aller plus loin. Donc, moi, je crois aussi un peu au journal de bord. Donc, s'établir des objectifs. Donc, se dire, bon, ben écoute, qu'est-ce que je veux développer? Comment je vais le développer? C'est quoi les impacts et les points positifs au développement de cette compétence-là? Et lorsqu'il arrive des situations qui sollicitent quelque peu sa maîtrise de soi où on a fait, on a des succès ou encore des moins grands succès, d'écrire ce qui s'est passé pour extérioriser d'une certaine façon la situation, puis de développer ses réflexes et ses stratégies pour créer des ancrages. Ça, c'est un outil intéressant, mais je pense qu'à la base, les soft skills, d'avoir un accompagnement humain pour, euh, pour soutenir, pour challenger la personne dans son développement devient presque essentiel, quant à moi. Donc, d'être bien entouré dans le développement des soft skills, parce qu'il y a une partie qui est innée. La partie innée est peut-être pas encore, il y a peut-être eu certaines petites
je dirais pas lacune, mais en lien avec une compétence. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été totalement acquises. Donc, d'être bien entouré, d'avoir des gens qui chapeautent, qui aident, qui soutiennent la personne dans son développement de compétences et que la personne veut réellement développer aussi Ben, c'est cette ça, parce compétence-là. que, tu sais, avant d'en arriver à un accompagnement, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que je réalise que j'ai pas de maîtrise de moi, par exemple, si je prends le même exemple, et que je veuille le transformer, que je veuille améliorer cet aspect-là de moi. Y a-tu des choses à considérer, justement, quand, pour qu'une une compétence soft skills puisse se transformer chez quelqu'un, chez un individu? Ben, en fait, moi, il y a 4 aspects, je trouve, qui sont importants à considérer pour déterminer que la compétence peut se développer. La première chose, ben, c'est l'introspection, ce dont on discutait il y a quelques Mhm. instants. Puis Benoît Chalifou amenait aussi dans un podcast antérieur, Vicky, Oui, que je trouvais intéressant. oui. Donc, tu sais, c'est relié beaucoup à la connaissance de soi. À partir du moment où on a la connaissance de soi, c'est un pas, mais je pense pas que ça soit suffisant. Mais déjà, c'est un pas intéressant. Ensuite, je pense qu'il faut que la personne ait un certain potentiel aussi pour se développer, qu'elle ait l'intérêt de le développer. Donc, qu'elle voit le sens au développement de cette compétence-là, et surtout aussi que son environnement lui permette de développer cette compétence. Donc, pour moi, c'est les 4 facteurs-là. Donc, l'introspection, le potentiel, l'intérêt et que l'environnement permettent de développer la compétence. C'est des aspects très importants à Il y en a un qui considérer. m'accroche, le potentiel. On peut-tu ne pas avoir de potentiel à développer une compétence soft skills? Ben, ça dépend du niveau de compétence parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont à raffiner. Hein? Donc, on s'entend, c'est pas vrai qu'on part tous de zéro dans certains Mhm. développements de soft skills, mais il y a des fois où il y a beaucoup d'aspects qui sont à développer dans la même sphère. Alors, c'est juste que je pense qu'on peut tous se développer, surtout si on a la détermination OK. pour se développer. Moi, j'ai vu des miracles, j'ai vu des belles choses qui se sont passées là, dans le développement de certaines compétences, mais il y avait une motivation, une détermination incroyable pour pouvoir y parvenir. Et parfois, c'est plus des mécanismes qu'on va développer. Donc, c'est pas nécessairement, tu sais, l'empathie, on peut se développer des stratégies. Mais il y a des gens pour lesquels, tu sais, on peut pas inculquer nécessairement, à mon avis, l'empathie, mais on peut se développer des stratégies d'écoute, entre autres, des stratégies, euh, tu sais, de prendre le temps avec la personne et tout ça, mais il y a des personnes pour lesquelles ça va être un petit peu plus mécanique, puis il y a des gens, ça va être plus inspiré dans la façon de le Mhm. décliner. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Moi, je trouve ça formidable qu'il y ait certaines personnes qui développent des mécanismes puis qui sont capables de les utiliser. Mais dépendamment du niveau où on part, tu sais, par exemple, si on est, puis j'aime pas mettre des chiffres, là, mais mettons qu'on est 1 sur 10 sur l'empathie versus 4 sur 10 sur l'empathie, mais c'est sûr que le développement de compétences, va être associé un peu à un certain potentiel parce qu'on part d'un peu plus loin. Donc, si on part d'un peu plus loin, il va y avoir encore plus d'investissement à faire pour être capable d'aller atteindre un certain niveau, là. Hmm. Mais tu as C'est parlé ça, ça. de Benoît Chalifou dans l'épisode 6, puis j'ai super de Mhm. bel entretien aussi avec lui. Benoît me confiait qu'il y a de la difficulté avec son écoute. Lui, les stratégies qu'il a développées, il se croise les jambes, il se croise les bras, puis il écrit. Ça, lui, c'est sa stratégie. Puis moi, j'ai aussi, j'ai aussi les confié que c'est une difficulté aussi que j'ai. Je pense qu'elle n'est pas au même niveau que Benoît parce que en, en rencontre comme ça, c'est pas tant ça, mais c'est plus dans ma vie personnelle. Puis ça fait 2 ans que je prends comme résolution. Moi, je prends toujours une résolution à chaque année, mais là, il a fallu que je la prenne pour une deuxième année parce que je n'étais pas satisfaite encore de mon écoute quand j'arrive dans une situation. On dirait que je passe plus au jeu que à être à l'écoute de la personne. Puis tu nous as parlé comme exemple, j'aimerais ça, si tu pouvais me donner des stratégies là, avec ta science, là, comment je pourrais faire pour... là, j'ai la prise de conscience, je pense avoir le potentiel, j'ai la volonté, mais il me manque un petit quelque chose. Là. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est pas, c'est pas S'il si vous plaît, simple, s'il vous hein? plaît. Je vais être plate, mais j'ai pas de solution magique, honnêtement, Encore, Lynn, Vicky. je pensais résoudre mon problème ce matin. J'aurais bien aimé, si j'avais la recette magique, mon Dieu, je la vendrais probablement très cher. Mais non. Puis en soi, tu sais, il y a comme des niveaux. Hein. Il y a entendre
ce que la personne nous dit, puis il y a l'écoute active où on est beaucoup plus loin dans le développement de l'écoute. Et puis, ben écoute, moi, je crois quand même si je dis que j'ai pas de solution magique, je crois aux ancrages que tu décris quand même, Vicky. Somme toute, moi, je pense que ça passe beaucoup par la pratique. Donc, et la connaissance de soi aussi. Donc, à partir du moment où on se connaît, on sait des fois, on pense à ce qu'on va dire avant que l'autre personne termine sa phrase ou on fait des liens. Donc, ça part aussi probablement d'une grande vivacité d'esprit puis une ébullition dans ta tête qui sont des forces en soi là, que tu exploites. Mais somme toute, souvent, c'est juste de prendre plus le temps. Puis moi, je parlais du petit journal de bord. Oui, j'ai aimé se créer ça. des réflexes. Donc, dire, écoute, t'es arrivé telle situation, voici comment j'ai réagi. Pourquoi j'ai réagi comme ça? C'était quoi mon gain à réagir ainsi? Parce qu'il y a souvent un gain associé. Mais ça a été quoi ma perte? Ou perte est peut-être un mot fort, là, mais quelles ont été J'ai passé à côté de quoi? les Ouais. conséquences? Oui, j'ai passé à côté de quoi? Puis la prochaine fois, qu'est-ce que j'aimerais? Comment j'aimerais réagir? Mm-hmm. Puis quels seraient mes gains à réagir ainsi? Puis c'est de s'observer, je crois, puis de dire, ben la prochaine fois, s'il arrive encore une situation comme ça, est-ce que j'ai réagi de la même façon ou non? Donc, ça prend quand même un petit peu de discipline parce qu'il faut, puis journal de bord, là, ça peut être virtuel, écrit ou autre, mais de l'extérioriser plutôt que de le laisser toujours dans sa tête, à mon avis, va créer des réflexes plus profonds en soi, parce que c'est comme si on l'avait partagé, puis quand on le partage, puis on l'écrit, c'est comme une forme d'engagement supérieur. Oui, c'est vrai. Donc, puis c'est sûr que si on a un coach, c'est une forme d'engagement encore supérieur de pouvoir le développer, mais le petit journal de bord pour les gens qu'on aide au niveau du développement des compétences, c'est un outil honnêtement assez puissant. Donc, c'est pas un outil magique, mais c'est un outil qui renforce le développement des Mm-hmm. compétences quand Mais qui conditionne, je pense que tu as dit deux choses, pratique et conscience. La conscience, on l'a avant, c'est pendant des fois qu'on même. Exact. l'oublie, c'est là le conditionnement de ce réflexe-là. Puis c'est vrai, hein, quand tu prends du recul, tu dis, ah, Caroline, il me semble que j'aurais donc dû essayer de connaître plus cette personne-là. Il me semble que j'ai pas été tant à l'écoute de son être et de la connaître davantage. C'est ça, des fois, la conséquence pour moi, c'est une petite déception de dire, ah, j'aurais dû prendre plus le temps. Mais oui, la pratique, ça fait 2 ans que je me pratique. Je suis moins pire, Mais, Je te dirais, Vicky, c'est quelque chose qu'on pratique pas nécessairement en solo non plus. Tu me disais, des fois, ça peut arriver un peu plus dans ma vie personnelle. Donc, si dans ta vie personnelle, c'est des gens avec lesquels tu as une affinité, probablement déjà une complicité. Donc, on peut se permettre des fois d'ouvrir un petit peu plus et de dire, écoute, je sais pas si créer un petit réflexe, lève ton doigt quand tu as l'impression. Ça c'est peut être long doigt ou quelque chose génial. J'aime pour ça. dire, est-ce que tu m'as écouté pleinement pour qu'elle te fasse un reflet dans Ah, j'aime l'immédiat? tellement ça, l'aborder, le mettre sur la table. Ah, j'aime ça. Je vais le Oui, faire. Je vais faire ça. parce qu'on disait tantôt que c'était important d'être bien entouré dans le Mhm. développement des compétences et des skill sets. Donc, ça se développe en interaction. Puis souvent, ben, ça va créer une complicité, une complémentarité encore plus grande avec la personne qui va embarquer dans ton projet. Fait que plus on est dans le projet, plus c'est soutenant, plus on a envie de poursuivre, puis on voit les gains associés aussi Mhm. dans l'immédiat, parce que des fois, on voit pas les gains dans l'immédiat, puis c'est ça qui est difficile dans la persévérance Ouais, ou c'est donc, vrai. ben écoute, c'est peut-être des petites stratégies complémentaires à des choses que tu fais déjà très bien, honnêtement, Vicky. En tout cas, je ne suis pas encore satisfaite à 100%, mais bon, ça, il me reste encore jusqu'au mois de décembre. Là. On a encore 2 mois. Non, mais je pense que effectivement, c'est le conditionnement. Puis c'est vrai, on peut pas. Moi, je disais d'accepter de ne pas toujours être à 100%, puis d'accepter que c'est pas toujours parfait. Je pense que c'est là-dedans aussi de me dire, ben écoute, c'était le flow de la journée, de la soirée, puis ça s'est passé comme ça, puis je me mets peut-être plus de pression que passé. Voilà, mais là, tu m'as donné des beaux conseils. Merci, Isabelle. Je vais finir par l'avoir, cette écoute-là. Si tu avais un conseil en terminant à donner aux gens qui écoutent, qui ont fait une prise de conscience, qui auraient une compétence soft skills qu'ils aimeraient, qu'ils souhaiteraient développer, c'est quoi le must là, que je peux faire là pour passer à l'action? Pour passer à Ouais. l'action. OK, ben
Avant de passer à l'action, moi, je dirais, il y a la bienveillance à avoir à l'égard de soi-même parce que, tu sais, je t'écoutais parler, c'est des choses que tu veux développer, mais somme toute, à partir du moment où on est bienveillant à son égard, qu'on se connaît bien, tu sais, il faut se créer des objectifs aussi réalistes. Puis pour moi, le développement de compétences, là, on ne devrait pas développer plus qu'une ou deux compétences par année, là. Alors, tu sais, il y a des OK. gens qui partent Ouais. écoute, là, je vais devenir un grand leader, je vais me développer entièrement, mais il faut être réaliste. Il y a la vie qui continue. On n'est pas juste dans le développement de cette compétence-là. Donc, une ou deux compétences, c'est une chose. Se créer des objectifs. Donc, ça, c'est vraiment important. Se créer des objectifs et se créer des objectifs pour soi-même et de les partager. Si je prends, par exemple, dans un milieu de travail, c'est de se le partager, par exemple, avec son directeur. Écoute, là, moi, le prochain, ce que je veux développer, c'est telle chose. Est-ce qu'on peut déterminer des indicateurs comportementaux qui vont permettre de voir si j'ai une évolution aussi dans le développement de ces compétences? Parce qu'il faut être capable de voir une évolution. Si on ne voit pas d'évolution, je pense que c'est un petit peu plus éteignoir. Et de faire participer les gens dans ces projets parce que pour se développer, on dit il faut avoir la connaissance de ça, on vient de s'en parler, mais il faut être en mesure de l'expérimenter aussi. Donc, dans son expérimentation, c'est de faire collaborer les gens sur quel projet, quelle implication je pourrais intégrer dans ma vie professionnelle qui me permettrait, entre autres, de développer cette compétence-là. Donc, d'avoir accès à des projets, d'avoir accès à des situations, ça peut être avoir accès à certains comités qui vont permettre de développer cette compétence-là également. Donc, de déterminer aussi nos stratégies de développement. Donc, de quelle façon on apprend mieux. On a tous des stratégies d'apprentissage un petit peu différentes, mais aussi dire, bon, mais moi, il y a des gens qui sont plus intellectuels. Donc, c'est dire, ben, je vais prendre le temps de lire ou aller à une formation, mais c'est peut-être pas suffisant quand on s'en va vers une transformation. Donc, c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort aussi, d'expérimenter d'autres stratégies de développement pour permettre d'exploiter pleinement la compétence en soi. Donc, bref, créer des indicateurs comportementaux, créer des objectifs, s'entourer, créer des événements qui nous permettent de développer cette compétence. À mon avis, c'est les aspects les plus importants à considérer pour développer la compétence. Merci. Puis, tu as dit, on peut demander à notre gestionnaire, mais comme gestionnaire, on peut demander à nos employés aussi, hein? Parce que la base de la confiance, c'est d'être authentique, puis c'est d'être capable de se montrer dans notre vulnérabilité, là. Je pense que c'est une grande force de gestion d'admettre face à ces ressources qu'on a plus de difficultés à s'adapter ou bon, peu importe là, la maîtrise de soi ou puis demander de l'aide aussi à ses employés. Puis lever le petit doigt, hein, si tu vois que je trouve que c'est une belle marque d'ouverture, une belle marque de confiance aussi. Puis, c'est ça, une marque d'ouverture à la transformation de soi. Puis, j'aime vraiment beaucoup ça. Effectivement, on a besoin des autres aussi pour se transformer. Il ne faut pas penser qu'on fait ça tout seul. Moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui. Je vais utiliser des gens en qui j'ai confiance, puis à travers les différentes relations que j'ai. Donc voilà, c'est tout le temps que j'avais aujourd'hui, Isabelle. Je suis super contente. Merci d'avoir accepté de me parler un peu plus profondément de ces compétences-là à travers ta science. Écoute, moi, tu es la référence en matière de mesure et de développement des compétences, là. Donc, merci beaucoup, Isabelle. C'était un plaisir d'être avec toi, Vicky, ce matin. Comme toujours, je t'invite à me faire part des nouvelles connaissances que tu as pu acquérir dans cet épisode. La semaine prochaine, je me permets d'être un petit peu plus ludique en solo alors que je te parle de capacité d'adaptation.